Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Affaires suivantes, c'est votre magazine. Cette semaine encore, on décrypte ensemble l'actualité policière et judiciaire. Et au sommaire de ce dimanche, la traque aux espions. C'est un procès rarissime qui s'est tenu cette semaine dans le huis clos de la Cour d'assises spéciale de Paris. 2 ex-agents du renseignement ont été condamnés à 8 et 12 ans de prison. Ils avaient fourni des informations confidentielles à la Chine. Alors comment ont-ils été retournés, comme on dit dans le jargon, par les Chinois? Le goût de l'argent, le goût probablement aussi des belles femmes. On va vous raconter les coulisses de ce procès et les coulisses d'une trahison au sein du renseignement français. C'est dans un instant. Et puis Dominique, au sommaire également, évidemment, la nomination choc de la semaine. La surprise, Éric Dupond-Moretti nommé ministre de la Justice. Dupond, sa gouaille, ses coups de gueule, son talent à l'audience. Du procès d'Outreau à la place Vendôme, il a défendu Balkany, il a défendu Cahuzac, Kerviel, mais il a aussi défendu Abdelkader Merah, le frère du terroriste, Mohamed Merah. Abdelkader Merah que j'ai l'honneur de défendre, avait-il dit. Alors, justement, saura-t-il endosser les codes beaucoup plus feutrés des ministères? Saura-t-il parler au bon moment et se taire quand il faut? Parcours, portrait, défi, c'est dans la deuxième partie de notre émission. Affaires suivantes, on est prêt Dominique? On est prêt Philippe et on se retrouve juste après le journal. Et on commence avec ces images choc, celle d'un concert hier soir sur la promenade des Anglais à Nice. Environ 5000 personnes pressées les unes contre les autres et sans gestes barrières. Des images inquiétantes alors que les signaux d'une reprise de l'épidémie s'accélèrent. Guillaume Barqui. Ils sont 5000 sur la promenade des Anglais à faire la fête sous les platines de The Avener. Hier soir, le DJ niçois ouvre les festivités de l'événement culturel Mon été à Nice. Au sol, une foule prévisible et des gestes barrières difficiles à faire respecter. La promenade était complètement pleine. Dans la zone qui était fermée ici jusqu'après les barrières, c'était quasiment impossible d'avancer. Je ne comprends pas que ça ait eu lieu quand même. C'était trop tôt, il ne fallait pas faire ça encore actuellement. Un peu plus loin, sur la plage cette fois-ci, même scène de danse qui rappelle les images de la fête de la musique le mois dernier. Des images qui inquiètent certains médecins. Nos jeunes concitoyens doivent être très très prudents. Bien sûr, ils peuvent déclencher un Covid et il sera peu grave. Mais n'oublions pas qu'ils peuvent le transmettre. Ils peuvent le transmettre à leurs parents, ils peuvent le transmettre à leurs grands-parents. On est bien dans quelque chose qui est aujourd'hui une responsabilité collective. De son côté, la mairie de Nice assure avoir respecté la limite des 5000 personnes maximum par un système de comptage. Elle rappelle avoir mis en place des panneaux et messages audio pour faire respecter les gestes barrières. D'autres concerts sont prévus à Nice jusqu'au 29 août. Les réactions de Gabriel Attal, il ne faut pas oublier les règles de distanciation sociale. C'est le message du nouveau porte-parole du gouvernement. Évidemment, les vacances commencent. Les Français sont passés par des moments difficiles avec le confinement. Ils ont envie de s'évader. Mais s'évader, ça ne peut pas vouloir dire oublier ces règles-là. Ça vaut pour les Français, ça vaut pour tous les Français, y compris les responsables politiques qui doivent donner l'exemple. Et ça, il faut le rappeler, il faut rappeler toutes ces consignes. Les ministres se pressent sur le terrain. Gérald Darmanin est à Calais dimanche, un déplacement qui intervient 48 heures après l'expulsion de plus de 500 migrants d'une zone industrielle. On va retrouver Angie Loata sur place pour BFM TV. Alors Angie, la question migratoire persiste à Calais, et ce malgré les nombreuses visites des ministres de l'Intérieur. Oui, absolument. Et d'ailleurs, le programme de Gérald Darmanin est évocateur à cet égard, puisqu'il vient de rencontrer Natacha Bouchard, la maire de Calais. À l'instant, il se rend désormais en sous-préfecture de Calais pour parler avec son homologue britannique. Toujours de cette question migratoire, résonance forte avec l'actualité. Vous le disiez, puisqu'il y a eu ce camp de plusieurs centaines de migrants démantelés il y a 48 heures. Il y a également eu le sauvetage, il y a quelques jours, de 17 personnes, de 17 migrantes qui tentaient de rejoindre l'Angleterre en plein milieu de la Manche au niveau de Sangatte, au large de Sangatte. Rencontre donc avec son homologue britannique dans quelques instants. Rencontre avec Natacha Bouchard il y a quelques instants. Natacha Bouchard qui a expliqué notamment au micro de BFM Lille il y a quelques jours qu'elle attendait beaucoup de Gérald Darmanin, qu'elle connaît puisqu'ils avaient des relations lorsqu'il était maire de Tourcoing. Elle attend notamment plus de renforts en termes d'équipes pour lutter contre la crise migratoire, des renforts au niveau des CRS. Les CRS, d'ailleurs, ce sera le dernier rendez-vous de la journée de Gérald Darmanin. Il les rencontrera sur les coups de 15 heures.
Angie Loita avec Laurine Velay, merci beaucoup. Et cette question, à quoi ressemblera le 14 juillet ? Pas de traditionnel défilé sur les Champs-Élysées, mais une cérémonie place de la Concorde. Son format sera bien sûr réduit en raison du Covid-19. Cérémonie à suivre sur BFM TV dès 8h45, présentée par Christophe Delay. Et puis à l'issue de cette cérémonie, on suivra bien sûr ensuite l'interview d'Emmanuel Macron. Ce sera à partir de 13h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous retrouvez maintenant l'affaire suivante. On les appelle les rats bleus, les taupes ou tout simplement des traîtres. Un homme et un couple ont été jugés cette semaine devant la cour d'assises spéciale de Paris. Procès à huis clos, procès rarissime d'anciens agents du renseignement français, des agents qui ont trahi et livré des informations confidentielles à la Chine. Alors, comment se sont-ils fait retourner, comme on dit dans le jargon, par les Chinois? Argent, séduction, les coulisses d'un procès qui ressemble vraiment à un film d'espionnage, juste après les éléments d'Aurore Villemur. Le procès s'est déroulé à huis clos, devant la cour d'assises spéciale de Paris. Tout ce qui est débattu relève du secret défense. Aucune information ne doit être divulguée. Ce procès, ultra sensible, rarissime dans l'histoire de l'espionnage français, c'est celui d'abord d'un couple. Pierre-Marie H, 69 ans, ex-agent de la DGSE, et son épouse Laurence, condamnés respectivement à 12 ans et 4 ans de prison. Sur le banc des accusés également Henri M, 73 ans. Cet ex-agent secret, lui, écope de 8 années de prison. Le trio est accusé d'avoir fourni des informations et des documents classés secret défense à la Chine. Ils connaissent tous les deux parfaitement les procédures, les façons de faire, bien évidemment, de la DGSE. Et ils ont pu communiquer ces savoir-faire, en quelque sorte, à la partie chinoise. Et puis également des éléments du dispositif de renseignement que la France peut avoir en Chine ou des choses comme ça. Les agents ont été mis en examen et placés en détention provisoire en décembre 2017, alors qu'ils étaient déjà à la retraite. 20 ans plus tôt, Henri M, lui, avait été nommé représentant officiel de la DGSE à Pékin. Mais en 1998, il est rappelé en France, après avoir entamé une liaison avec l'interprète chinoise de l'ambassadeur. Quand les faits ont été révélés il y a 2 ans, les autorités françaises avaient parlé d'un cas d'une extrême gravité. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Antoine Isambard, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Challenge, auteur de France-Chine, les liaisons dangereuses, espionnage, business, révélation sur une guerre secrète. Il y en a des secrets à dévoiler, c'est aux éditions Stock. Et Guillaume Farr, notre consultant sécurité BFM TV. Antoine Isambard, d'ailleurs, on va commencer avec vous parce que vous étiez là aux premières heures de ce procès avant qu'il ne bascule dans le huis clos. Quelle est l'ambiance dans un procès à huis clos, dans un procès qui allait basculer dans le huis clos, dans un procès un peu secret comme ça d'agents du renseignement? Alors, on sentait une atmosphère un petit peu lourde avec effectivement les avocats, les prévenus et puis on va dire une petite dizaine de personnes du ministère des Armées, de l'Intérieur, des magistrats spécialisés qui eux ont pu accéder et suivre le procès. Et effectivement, on devait être une petite poignée, une demi-douzaine de journalistes présents. Donc on a pu assister, disons, au tout début, lundi matin du procès, avant que le huis clos ne soit acté, et également vendredi après-midi, lors du verdict, où là, à nouveau, les journalistes étaient conviés, mais encore une fois, lors de ces moments-là, il n'y a pas eu d'éléments importants révélés, et donc on n'a pas eu accès au fond du procès. Donc voilà, il y a vraiment une chape de plomb là-dessus, de par l'importance des informations visiblement transmises aux Chinois. Alors on va revenir évidemment sur ce procès avec vous. Guillaume Farr, on va d'abord peut-être dresser un peu le portrait des gens qui étaient jugés cette semaine. Le premier, Henri M, c'est un peu l'homme clé, l'homme du départ, du point de départ de cette affaire. Tout part de lui, Henri Magnac. Il a 73 ans aujourd'hui, mais en 1997, il a 50 ans. Il a 50 ans, il est officier de l'armée française, du régiment du train. Il appartient à cette direction générale de la sécurité extérieure. Il est envoyé en Chine pour être officier de liaison avec les renseignements chinois. Et
à ce moment-là, il va tomber amoureux d'une interprète qui travaille à l'ambassade de France, une interprète chinoise. Et c'est là où eh bien, son destin va un peu basculer, puisque l'ambassadeur de France à cette époque, et Pierre Morel, voit cette liaison d'un très mauvais œil et lui demande de rentrer en France. En 1998, il rentre donc en France et il sera placardisé par la DGSE, qu'il quitte peu de temps après, en 2003. 2004, il se marie avec cette interprète chinoise, il part vivre en Chine, ils ouvrent un restaurant dans une petite île qui est au large du Vietnam, et ils y restent pendant plusieurs années jusqu'aux années 2010. Et à ce moment-là, dans les années 2010, pour une raison que nous ne connaissons pas, mais en tout cas, il va commencer à fournir des renseignements au service chinois, et sa trahison va aller jusqu'à l'acte ultime, c'est-à-dire tenter de recruter d'autres agents au sein de la DGSE, des agents qu'il a côtoyés quand lui-même y servait. Parmi ces agents, il y a Pierre-Marie Hivernat, qui lui va... qui était donc jugé aussi. Exactement. Cette semaine. Moi, j'adore cette histoire. Qu'est-ce qui le fait craquer? Et la façon dont vous la racontez, Guillaume, qu'est-ce qui le fait craquer? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la transgression? C'est quoi? Alors, on dit souvent qu'il y a 4 leviers pour retourner un agent de renseignement. C'est la fameuse matrice Mice. Il y a l'argent, il y a l'assentiment idéologique. On va la voir, parce que c'est très théorisé. Effectivement, oui, ça cette doctrine Mice. C'est théorisé par les services de renseignement. Donc, Mice pour argent, idéologie, coercition, égo. C'est-à-dire que si je veux vous retourner, par exemple, Dominique, je peux vous payer d'abord. C'est le levier le plus facile. Je peux essayer de créer une communauté d'idées avec vous aussi, c'est-à-dire vous rallier à ma cause, ça c'est l'idéologie. La coercition, c'est faire pression, c'est simplement exercer un chantage. Ou alors l'ego, c'est que je flatte votre ego, vous vous sentez sous-valorisé, eh bien moi je vais vous redonner confiance. Si vous me flattez, ça me va. Il y a beaucoup moyen de retourner Dominique Rizet. Antoine Isambard, quelle est la méthode favorite, j'ai envie de dire, des Chinois? C'est plutôt l'argent pour essayer de retourner quelqu'un? On voit un petit peu comme pouvait faire le KGB, que justement séduire avec des femmes, notamment jeunes et jolies, et un procédé qui est éprouvé et qui ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, après, il y a l'argent, et dans ce cadre-là, dans l'affaire d'Henri M notamment, on a vu qu'il y a d'abord eu une relation avec une des interprètes chinoises de l'ambassade à la fin des années 90, qui lui avait valu ce rappel à Paris. Et dans les années qui ont suivi, notamment dans les années 2010, sa compagne, notamment, qui a été embauchée après chez PSA, elle a été licenciée également pour avoir détourné de l'argent de PSA. Donc voilà, pour certains, je ne dis pas que c'est ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'éléments factuels, mais en tout cas, il y a une suspicion au niveau de l'argent et sur le fait que le couple ait eu à un moment donné besoin d'argent, et cela aurait pu motiver effectivement de collaborer avec les services chinois. Pour Pierre-Marie H, voilà, on a eu des éléments qui ont filtré également sur le fait qu'il ait pu être arrêté en Suisse avec une valise d'argent, et qu'il ait pu voir son officier traitant, notamment à l'île Maurice, durant plusieurs mois. Donc évidemment que l'argent dans ces deux affaires-là est central. Antoine Isambard, qui est, pour qu'on comprenne bien, qui est partie civile dans ce dossier? Qui est contre ces agents qui ont été retournés? Alors c'était l'une des surprises du procès, c'est que l'agence judiciaire de l'État s'est portée partie civile, et derrière elle, c'était évidemment la DGSE. Il y avait 1 million d'euros à peu près de dommages et intérêts qui a été demandé donc par cette agence publique-là. Et en fait, ce 1 million d'euros, il devait servir finalement à couvrir un petit peu les frais d'enquête administrative de la DGSE. Donc on est aux alentours de 600 000 euros qui ont été dépensés en fait par la DGSE pour enquêter sur ces agents-là. Et donc l'agence de l'État demandait à ce que Henri M et Pierre-Marie H, et également la femme de Pierre-Marie H, payent ce 1 million d'euros-là. Et là, en l'occurrence, la Cour a décidé que cette demande-là n'était pas recevable, puisque les deux anciens agents ont payé 1 euro symbolique. Mais c'est une vraie demande de la DGSE, qui estimait qu'il y avait une atteinte à la fois à son image, ce qui visiblement a été le cas, et la DGSE voulait finalement être remboursée de ses frais d'enquête. Alors vous parliez de Pierre-Marie et sa femme Laurence. Guillaume Fard, on a fait le portrait de Henri M, celui qui les a recrutés.
Qu'est-ce qu'on sait de ce couple? Il est quand même assez particulier. Oui, il est très très particulier. C'est ce qui d'ailleurs interroge aussi sur les leviers qui font qu'il se laisse recruter. Pierre-Marie Vernal, lui, il travaille à la DGSE, il est agent civil. Il a côtoyé dans les années 90 Henri Magnac, et c'est vers lui que Henri Magnac se tourne quand il cherche à recruter un agent à l'intérieur de la DGSE. Ce que l'on en sait, c'est qu'il était cantonné à des fonctions administratives, qu'il le vivait assez mal, le levier de l'ego, une fois encore, et puis qu'il aurait eu des difficultés financières, et de l'argent, il va en avoir. La Chine lui verse de l'argent mensuellement, mais aussi annuellement, sans compter les voyages dans les îles, notamment à l'île Maurice. Quand il se fait arrêter à l'aéroport de Zurich, c'est 25 000 € en liquide que les douaniers suisses trouvent sur lui, tout de même. Et donc ce couple, qui plus est, idéologiquement, il se définit comme patriote, très patriote, au point d'ailleurs que Pierre-Marie Vernal se présentera aux élections législatives en Saône-et-Loire en 2017 comme suppléant d'une candidate d'extrême droite qui met en avant le patriotisme, et alors même qu'il se dit patriote, alors même qu'il se présente aux élections législatives en tant que candidat d'extrême droite, eh bien il trahit la France, et il l'a trahi pour de l'argent. Guillaume, quel type d'informations lâche-t-il aux Chinois? Quel genre d'infos? Ça, on n'a que des sources, nous, proches du dossier. La DGSE, bien évidemment, ne communiquera pas sur ce type d'informations. Mais par hypothèse, il peut donner des sources. Il peut griller des sources, comme on dit dans le jargon. Ça, c'est dangereux. Il balance les noms de ses collègues. Exactement. Alors, il peut les donner. Il peut donner des sources, d'abord, aux Chinois. Alors, ces sources, on peut les perdre. Ça, c'est un premier risque. Mais elles peuvent être retournées. Ça, c'est encore plus grave, parce que, étant retournées, elles pourraient intoxiquer la DGSE, et donc donner de fausses informations et induire en erreur la DGSE. Il peut donner des agents. Également l'identité d'agents qu'il aurait côtoyé dans le service, et enfin il peut révéler des méthodes et des procédés. C'est tout cela que la DGSE redoutait, et c'est pour ça que l'enquête, et là on est en plein dans le Bureau des légendes, c'est la saison 4, la saison 5 du Bureau des légendes, l'enquête interne, il y a un service d'inspection à la DGSE, et avant même de judiciariser le dossier, avant même de renvoyer ces personnes devant la cour d'assises spéciale, il faut comprendre jusqu'où est allée la compromission du secret, c'est-à-dire qu'est-ce que ces deux ex-agents ont donné comme information aux Chinois. Il en va de la crédibilité de la DGSE d'abord, mais aussi vis-à-vis de ses relations avec les autres services de renseignement, puisque le renseignement, c'est l'échange, c'est les partenariats interservices. Si des services alliés pensent qu'en échangeant des informations avec vous, elles vont se retrouver en Chine, forcément, vous perdez en crédibilité. Antoine Isambard, on voit avec Guillaume Fard ce que ces agents auraient pu donner. Qu'est-ce que la Chine cherche en priorité ? Beaucoup de choses. Il y a évidemment dans cette affaire-là du militaire à avoir accès à nos renseignements, éventuellement à nos sources. Alors encore une fois, là, ce qui est compliqué, c'est que la période de prévention des faits, donc ce qui est reproché aux deux espions français, courait sur 15 ans, et c'était une période durant laquelle on leur reprochait différentes infractions, on appelle des infractions continues. Donc il n'y a pas eu une seule entorse au contrat. Et ce qui peut étonner aussi beaucoup de connaisseurs de la DGSE, c'est que finalement ces deux personnes-là, Henri M avait été au courant de secrets importants de la DGSE dans les années 90, mais après il a été mis au placard. Pierre-Marie H a lui jamais eu des fonctions très importantes, très éminentes. Donc c'est pas des gens qui ont pu transmettre, si vous voulez, en tout cas pour la période postérieure à 2000, des secrets, et notamment par exemple l'identité de nos clandestins en Chine. C'est une question qu'on peut se demander. Alors c'est probablement plus des notes, plus sur nos secrets industriels éventuellement en Chine, sur nos entreprises, comment elles négocient des contrats. On peut imaginer tout un tas de choses, du renseignement économique, industriel. Donc voilà, il y a plusieurs palettes qui sont étudiées. Et encore une fois, les infractions qu'ils ont pu commettre, ils ont été notamment, les griefs étaient intelligence avec une puissance étrangère, étaient livraison d'informations à une puissance étrangère. Ça a été continu. Donc voilà, on peut imaginer des approches répétées, mais sur la nature exacte, si vous voulez, de ce qui a été transmis, c'est compliqué. On peut imaginer éventuellement qu'à la fin des années 90, Henri M a pu donner quelques informations sur le dispositif de la DGSE en Chine, ce qui était quand même important. Mais pour la période qui allait à partir des années 2000, finalement, on peut imaginer que les secrets étaient quand même moins éminents, moins importants. Donc voilà, et encore une fois, c'est des éléments qui sont apparus à partir des années, fin des années 90, début des années 2000. Mais il a fallu attendre 2017, en fait, pour que la DGSE dénonce ces faits-là auprès du procureur de la République, et qu'ensuite on judiciarise cette affaire. Mais pourquoi on a attendu autant ? Voilà, c'est aussi une question. C'est aussi une question, effectivement.
On disait que c'était un procès rarissime qui a eu lieu. Dominique, il y a quand même eu quelques précédents. Ouais. Il y a notamment eu l'affaire Francis Temperville. Oui, une énorme affaire. Alors, celle-ci, Francis Temperville, c'est un type qui est brillant, qui vit chez sa mère en Bretagne. Alors, pull en laine tricoté, système pileux à l'abandon. C'est un peu un poète, mais c'est un physicien, un immense physicien. Il vient travailler au CEA et en 1987, il répond à une petite annonce d'un type russe qui veut prendre des cours de physique nucléaire. Temperville le reçoit, lui donne un cours. En fait, l'autre est un agent du KGB qui s'appelle Sergueï et qui va retourner Temperville. Et pendant 2 ans, 89-90, Temperville va vendre 96 documents classifiés défense. C'est une enquête, une instruction du juge Leloir qui est en train d'écrire un livre et qui va la raconter d'ailleurs dans son livre qui va sortir en début d'année. La question qu'on s'est posée à l'époque, mais très sérieusement, c'est si à partir de ces chiffres, les Russes auraient pu trouver le code nucléaire français. C'est-à-dire que les infos étaient vraiment du high level. Et alors, le dossier s'est appelé Pétale de rose, parce que Temperville, quand il avait des documents à remettre à Sergueï, il passait, donc il était au CEA du côté de Saclay, il passait sous la 186, là où les types passent à vélo pour aller faire du vélo tous les dimanches dans la vallée de Chevreuse, un tout petit passage, il y avait une poubelle, il jetait des pétales de rose par terre et il cachait le document ailleurs, pas très loin. Et le Russe arrivait en voiture, il savait qu'il y avait un document à récupérer. Et pour prouver qu'il avait récupéré le document, lui, il laissait sur place des pelures d'orange. Le dossier s'est appelé dossier Pétale de rose. Temperville, identifié, arrêté en 92, et il a pris 9 ans de prison pour trahison. C'est rarissime. On a là des exemples donc, de gens qui viennent essayer de retourner, donc on a dit nos agents. Est-ce que la France fait la même chose à l'étranger ? Elle n'ira évidemment non, faire le contraire, mais le propre des services de renseignement, c'est de recruter des sources. Et recruter des sources, c'est les recruter aussi dans les services de renseignement des pays partenaires ou adversaires. L'affaire Farwell, la fameuse affaire Farwell, mythique affaire Farwell, qui a donné lieu à un film d'ailleurs, c'est un agent du KGB qui se fait recruter, et qui se fait recruter par les Français. Et ce qu'il va donner d'ailleurs à l'époque Farwell est tellement colossal qu'en termes de renseignements sur l'organisation du KGB, que la France va même en douter au début en se disant non mais c'est trop d'informations, ça n'est pas possible. Alors ça coûtera bien évidemment la vie de Farwell, mais oui, ça a toujours eu lieu avec des procédés effectivement très romanesques comme évoquait Dominique. Alors dans le cas de Pierre-Marie Vernat et d'Henri Magnac, c'était à l'île Maurice que les secrets s'échangeaient dans des hôtels, le tout aux frais de la Chine. Donc les temps ont changé, on est passé des écorces d'orange et des pétales de rose aux hôtels de l'île Maurice, mais néanmoins le procédé est le même. Vous recrutez dans un service une source et contre de l'argent ou contre quelques avantages, elle va vous donner de l'information. On disait sur le fond, évidemment, les services de renseignement restent un peu discrets, si ce n'est secrets, sur ce qui a pu filtrer. Pourquoi avoir quand même un peu médiatisé cette affaire, avoir fait un procès dont on a quand même entendu parler ? Oui, ça c'est une question effectivement que tout le monde s'est posée, parce qu'on aurait pu penser qu'un service de renseignement comme la DGSE aurait voulu traiter ça en interne, pas faire trop de vagues et préserver ainsi sa réputation. Et en réalité, pas du tout. La DGSE, Bernard Bajolet, puis ensuite Bernard Hémier, qui est l'actuel DGSE, font un article 40 et judiciarise l'affaire. Bien, ça c'est aussi un procédé de normalisation de la DGSE qui montre qu'elle est aussi une administration, alors pas tout à fait ordinaire, mais qui tend néanmoins à s'en rapprocher. Il y aura un procès, ce procès se tiendra, on en parlera, la preuve, on en parle aujourd'hui. Et ça s'inscrit dans aussi une politique de communication vis-à-vis de l'extérieur. Il y a la fameuse série le Bureau des légendes. Il y a le fait que la DGSE ouvre plus volontiers aussi ses portes à la presse. Mais maintenant, il y a un procès et on en parle. Et ça envoie aussi un message à d'autres agents qui pourraient être tentés d'être là aussi corrompus par la Chine ou par une autre puissance. Ils savent qu'un procès se tiendra et les peines peuvent être lourdes. D'ailleurs, c'est Pierre-Marie Vernat qui a la condamnation la plus importante, probablement aussi parce que ce qu'il avait livré était de nature à mettre en danger les intérêts de la France. Antoine Isambard, rapidement, le mot de la fin. On se dit toujours que les histoires d'espions, tout ça, ça nous semble ressembler à la télévision, mais on voit bien que c'est aussi la réalité. Ce sont des vrais enjeux aujourd'hui de concurrence entre nations ? C'est crucial, on le voit notamment dans l'économie. Nous, on a plusieurs groupes français ces dernières années dans l'aéronautique comme Safran ou Airbus, jusqu'à récemment, qui ont fait l'objet de cyberattaques que les services de renseignement attribuent à la Chine. Et c'est vrai que
il y a du vol de propriété intellectuelle, de brevets, et à terme, c'est des brevets qu'on ne peut pas utiliser en France. Et on a beaucoup d'entreprises. Les Américains ont une statistique, ils disent que 60% des PME américaines qui sont l'objet d'une cyberattaque, dans les 6 mois, elles font faillite. En France, on n'a pas tel chiffre, mais on peut imaginer qu'une PME, une start-up qui se fait espionner ses données par du cyber, par du renseignement humain, et que ça profite derrière à un concurrent chinois, américain, israélien, à qui on veut, c'est une société qui disparaît, c'est de l'emploi qui disparaît, c'est de la richesse et de la R&D en moins. Donc aujourd'hui, on assiste, et peut-être encore plus aujourd'hui avec l'ère du cyber, à une concurrence très sérieuse entre les États sur ce terrain-là, et tout est effectivement relié à l'espionnage. Une réelle guerre secrète pour ceux qui veulent en savoir plus. Je renvoie vers votre livre France-Chine, les liaisons dangereuses, espionnage, business, révélation sur une guerre secrète aux éditions Stock. Merci beaucoup Anthony Zamba d'avoir été avec nous. Merci Guillaume Fard d'être venu nous raconter ce récit d'un procès rarissime et hors norme. Vous restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, les coulisses d'une nomination choc. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, lui-même disait il y a quelques années qu'il n'avait pas le tempérament pour faire le job. Et bien pourtant, il a bel et bien endossé le costume cette semaine. Avocat hors norme, acteur, maintenant ministre de la Justice. Qui est vraiment Éric Dupond-Moretti? Son style, ses chantiers, on vous dit tout dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Il a le regard clair, posé, expressif en règle générale. Éric Dupond-Moretti n'a même pas besoin de parler pour se faire comprendre. Et pourtant, c'est bien par les mots qu'il s'est construit cette image d'avocat gouailleur, vif, grossier, diront certains. 145 acquittements à son actif, des polémiques aussi. Celui qui était avocat, acteur et grande gueule, et donc désormais garde des Sceaux. La story Dupond-Moretti, son parcours, ses défis aussi qui l'attendent, son attitude. On va en parler dans un instant, évidemment avec Dominique et avec tous nos invités sur ce plateau. Mais d'abord, les premiers pas du tout nouveau ministre, résumé par Aurore Villemur. Dossier sous le bras ce 8 juillet, Éric Dupond-Moretti enfile son nouveau costume de ministre de la Justice. L'avocat le plus médiatisé de France vient en paix. Il veut être, dit-il, le garde des Sceaux du dialogue. Un message adressé directement aux magistrats lors de la passation de pouvoir, après les avoir attaqués frontalement à plusieurs reprises. Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. Un Éric Dupond-Moretti apaisé, dans un rôle où personne ne l'attendait. Champion des acquittements, 145 à son actif, Éric Dupond-Moretti est aussi connu pour ses coups de colère face caméra. Mais ouais, reculez tous d'un mètre parce qu'on va crever là. Ici, au cours du procès de Patrick Balkany, l'avocat s'agace, et même contre son propre client. Son mari qui est à 71 ans, il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé mort. Ouais, c'est pas bien grave. Irrité, contrarié, Éric Dupond-Moretti sait parfois prendre sur lui. Comme ici, alors qu'il est chahuté pour sa première prise de parole à l'Assemblée nationale. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Ses premiers pas dans l'hémicycle sont houleux. Le ministre semble déstabilisé. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah ben voilà. On souffre en silence. Pour son premier déplacement en tant que ministre de la Justice, l'accueil cette fois est différent. À la prison de Fresnes, les détenus frappent sur leurs portes de cellules pour attirer son attention. Certains scandent même son surnom. La feuille de route du ministre, elle a été fixée. Plusieurs chantiers l'attendent. La surpopulation carcérale notamment, la justice des mineurs ou encore la réforme du parquet. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Voilà une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre. On va essayer d'aller un peu plus loin sur le plateau d'Affaires suivantes. Son portrait, son style,
Quelle marque va-t-il imposer place Vendôme? On va en débattre avec nos invités. Anne-Sophie Valac, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Dominique Verdaillan, bonjour. Vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire. Vous avez couvert bon nombre de procès auxquels participait Maître Dupont-Moretti. Et Maître Hubert Delarue, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste honoraire. Vous connaissez bien Maître Dupont-Moretti, vous avez travaillé sur Outreau et depuis ce temps-là, vous ne vous êtes jamais vraiment quitté. Vous allez évidemment nous raconter tout cela dans un instant. Je voudrais peut-être qu'on commence avec vous, Anne-Sophie Valac, une question toute simple. Est-ce que cette nomination de Dupont-Moretti vous a surpris? Oui, effectivement, elle nous a surpris parce qu'on ne s'y attendait pas et c'est vrai que... Enfin, voilà, c'était pas une personne qu'on pensait... être dans le domaine politique pour être nommé à ce poste. Maintenant, on n'avait pas non plus d'idée préconçue sur qui serait nommé ministre de la Justice. On était aussi dans l'attente de savoir qui serait nommé, en sachant quelles attentes justement on aurait à exprimer à son égard. Alors on va évidemment parler des polémiques qui ont pu exister entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats. On va y revenir dans un instant, juste histoire de faire un petit tour de table. Vous, en tant que journaliste, vous l'avez côtoyé longtemps. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, il y a des gens, on se dit, lui, il a la trempe d'un ministre. Est-ce que vous vous êtes dit ça un jour? Ah non, jamais. Je le suis depuis, on va dire, 91. C'était un procès à Toulouse. C'était le procès des parachutistes de Franck Casal, une affaire totalement ignoble. Et c'est là où il était proche d'Alain Furbery, qui est son mentor, qui est un peu son père adoptif, dont il a la robe aujourd'hui. Alors il avait déjà la barbe, il avait un peu plus de cheveux, il était un peu plus en retrait, mais on sentait déjà que c'était un grand ténor. Et puis on le verra évidemment plus tard, au moment d'OMVA en 95, Outreau, etc. Mais garde des Sceaux, non, jamais. Parce que d'abord il disait lui-même, la politique ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un guerrier. C'est un bulldozer. Et il va falloir que cet homme, aujourd'hui, apprenne quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, dans son ADN, qui est la diplomatie. C'est une grande gueule. Alors voilà, est-ce qu'une grande gueule, aujourd'hui, en politique, où on est dans le politiquement correct, ça fonctionne? On verra. Maître Delarue, la bonne personne à la bonne place ou pas? Écoutez, nous, la veille de la nomination, avec quelques confrères, on se disait ça serait quand même bien... par exemple, qu'Éric rentre au ministère. Ça bruissait un peu? Bah écoutez, nous, on en parlait entre nous. On disait que ça serait quand même une très très bonne idée. Ça serait un peu iconoclaste, mais ça serait une très très bonne idée. Voilà. Et puis on s'est dit finalement, la place Vendôme, c'est pas le précaré de la magistrature. Ça serait sympa que la défense y rentre à nouveau. Elle y était déjà rentrée, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à faire et il porte en lui, au-delà de ses acquittements et de sa carrière d'avocat, je pense une vraie réflexion sur l'institution judiciaire, sur un certain nombre de thèmes qu'il a déjà été amené à développer depuis de très nombreuses années, et à la place qui est la nôtre, on peut espérer qu'il va avoir la volonté, bien sûr, mais le temps nécessaire pour pouvoir mettre ces réformes en pratique. Alors on va reprendre tout ça, peut-être pour recommencer l'histoire au début. Comment vous vous êtes rencontrés avec Éric Dupond-Moretti? Écoutez, on a reproché à Éric Dupond-Moretti, d'avoir des relations très compliquées avec la magistrature. Moi, je peux vous dire qu'il en a des plus compliquées encore avec le barreau qu'avec la magistrature. On a dit en second lieu qu'il avait insulté des magistrats. Moi, en 30 ans, je ne l'ai jamais vu insulter un magistrat. Par contre, la première fois que j'ai fait sa connaissance, je suis devenu quelque part à cet instant son défenseur, c'était à la fin des années 80, il plaidait à la cour d'appel de Douai, une affaire, moi j'en plaidais une autre, on se connaissait à peine, et puis l'avocat général se lève, et voilà qu'il déclare, quant à M. Éric Dupond-Moretti, quand on a la fréquentation du milieu et des voyous, on n'a pas les usages du barreau, ou les usages du palais. Et là, il n'a rien dit qui puisse justifier une pareille réaction de la part du parquet général. Je vois des confrères qui s'éloignent progressivement de la salle, je reste presque seul. Et il se retourne, il dit, Delarue, vous avez entendu? Mais il dit, je n'ai entendu que ça. Est-ce que vous acceptez de déposer des conclusions pour moi et de me défendre? Et donc je dépose des conclusions de donner acte. L'affaire n'aboutira pas. Je m'en suis renseigné après coup, j'ai dit qu'en est-il de la plainte déposée, etc. Bon, je sais qu'ultérieurement il deviendra assez copain avec cet avocat général, bon, mais pour autant, c'est le premier contact que j'ai avec lui, et quand on dit qu'il insulte les magistrats, ce jour-là, Éric Dupond-Moretti s'est fait insulter. Alors il insulte pas, mais
il leur dit leurs 4 Voilà, vérités. je vais me permettre de citer Le Monde, puisqu'on va rentrer dans la polémique, on va reprendre plein de traits de caractère d'Éric Dupond-Moretti, mais on va y aller direct. Le Monde 2012, citation d'Éric Dupond-Moretti, quand il parle de la magistrature, c'est une institution de faux cul, petit monde de l'entre-soi et de l'irresponsabilité. Vous le considérez probablement, vous, comme une insulte, à juste titre. C'est pas à l'audience. Ah non, c'était pas en audience. C'est pas à l'audience. Non, enfin, c'est une critique très vive et virulente, certes, mais je suis pas sûre qu'on puisse qualifier ça d'une insulte du tout. Il s'est exprimé, alors effectivement pas en audience, pas en plaidoirie, mais probablement, je sais pas. À l'audience, ça c'est une insulte, c'est un outrage à l'audience, ça, oui. À l'outrage. Non, écoutez, il y a pas. Je pense pas du tout que sur le ce fond soit des une choses, insulte. il y a clairement un problème. Il critique de façon très virulente une institution qu'il connaît quand même très bien, en tout cas dans son volet pénal, et donc il formule des critiques qui ne sont pas toutes à jeter aux orties, comme on a pu le dire nous récemment dans une tribune. Il critique la justice d'abattage, tout comme le fait le syndicat de la magistrature. Il critique un certain entre-soi que nous, on ne partage pas, mais qui peut apparaître vis-à-vis de l'extérieur et qu'on s'emploie à combattre, notamment en revendiquant une composition pour le Conseil supérieur de la magistrature majoritairement composée de non-magistrats. Donc, toutes ces critiques ne sont pas forcément à rejeter du revers de la main parce qu'elles s'adressent aux magistrats. Les magistrats ne sont pas à l'abri de critiques et donc il l'a fait de cette façon. Alors certes de façon virulente et qui peut être mal prise, mais il y a quand même un procureur de la République aujourd'hui, celui de Basse-Terre en Guadeloupe, qui demande à être déchargé de ses fonctions après la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Ça veut dire que quand même il y a de la tension. Non mais il y a des magistrats qui m'ont dit, moi j'ai peur de requérir devant lui. Mais il y a des avocats aussi qui ont peur d'être en face. Il s'en est pris d'ailleurs violemment dans le dossier Jacqueline Sauvage, aux deux avocats de Jacqueline Sauvage. Il a eu raison. Une procédure. Il a eu raison. Voilà, il ne peut pas se taire. Évidemment, un plaideur, il ne va pas se taire. Mais il dit ce qu'il a sur le cœur. Vous savez, il disait souvent, la veille des plaidoiries, pardon, mais je dégueule. Eh bien, à l'audience, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il met vraiment ses tripes au milieu du prétoire. Et quand il met ses tripes au milieu du prétoire, il y a évidemment la force du dossier qu'il connaît, la force de la procédure pénale, et puis de temps en temps, il dépasse un petit peu la ligne jaune. Alors jamais il y a d'insultes, mais effectivement, il y a des attaques de l'institution judiciaire, et puis des attaques aussi nominatives, parce qu'effectivement, il y a des comportements. Ça a été le cas, par exemple, au procès Georges Tron. Il s'en est pris violemment à l'avocat général qui requérait les poursuites, ou tout au moins la condamnation pour Georges Tron, alors que jusqu'à présent, l'avocat général des juridictions précédentes avait toujours dit non-lieu, non-lieu, non-lieu. Voilà, ça pète. Il a parfois, Dominique, des paroles maladroites. Sur l'histoire Mera, quand même, Abdelkader Mera, il a choqué en disant chez nos confrères de France Info, France Inter, de Moran, en disant que j'ai l'honneur, Abdelkader Mera, que j'ai l'honneur de défendre. C'était pas indispensable de dire ça. Comment ça va se passer? Vous le connaissez bien, dans un conseil des ministres, avec tout un tas de monde autour de lui. Tant qu'il est tout seul, il est contrôlable. Quand il est avec plein de monde, qu'est-ce qui peut se passer? Comment vous voyez ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir qu'il apprenne la diplomatie et à jouer la cohésion gouvernementale. D'abord, est-ce qu'il sera d'accord avec toutes les décisions qu'il va prendre? Parce que quand ça lui plaît pas, il claque la porte et puis il s'en va. Et puis deuxièmement, effectivement, il va être obligé de surveiller son langage. Mais en même temps, ce qui fait la force de Dupond-Moretti, Dominique, tu l'as vu aussi à l'audience, c'est que justement, il n'ose pas, il y va. Il n'y a pas ce politiquement correct, ce juridiquement correct, dont on a peut-être un peu trop subi les conséquences ces dernières années. Mais ce qui est un atout dans un procès... Parce qu'il défend son client. Et donc, espérons qu'il défende la justice avec... Alors voilà, on peut le voir comme ça, mais effectivement, est-ce que cette force et cette vivacité n'est pas un problème? De défendre un client, je suis désolé. Les défendre tous, mais ça ne me choque pas ce qu'il ait pu dire sur Mera. Maître, vous comprenez que ça ait pu choquer les parties civiles. Ça peut choquer, mais ça ne me choque pas qu'un avocat ait l'honneur de défendre celui qui lui a fait sa confiance. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment distinguer Dupond à la barre et Dupond dans la critique qu'il peut avoir sur l'institution judiciaire, sur le monde des avocats, sur le monde des magistrats. Mais est-ce qu'il a la diplomatie suffisante pour reprendre le terme de Dominique Verlayan? Il a forcément la diplomatie parce que vous n'avez pas 150 acquittements si vous n'avez pas une finesse
tout à fait particulière et qu'il a derrière cette brutalité apparente, cet ogre qui rentre dans le prétoire, qui envahit le prétoire déjà de sa force, de sa corpulence, mais aussi de son verbe. Mais vous n'avez pas 150 acquittements, pardon, si vous n'avez pas cette diplomatie, cette finesse qui va vous permettre de séduire, au-delà des magistrats professionnels, c'est parfois plus compliqué, mais les jurés. C'est les jurés qui participent à la décision. Et je crois qu'il nous a appris aussi une autre chose. Je voulais le dire, ce que vous venez de dire à l'instant. C'est que beaucoup de nos confrères, moi quand je suis arrivé en 80, on se taisait pendant tout le procès et on attendait la dernière minute et on plaidait. Et Dupont de dire, mais attendez, quand vous vous levez pour plaider, les amis, la décision est prise. Elle s'est prise le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Donc le procès commence à la première heure du procès. Et c'est à ce moment-là que la défense doit envahir le prétoire si elle veut avoir une chance de convaincre. Et envahir aussi peut-être la côté du prétoire, c'est-à-dire les relations avec les médias. C'est quelqu'un qui a aussi su travailler avec les journalistes pour faire passer ses messages. Oui, mais il a ses têtes. Il a ses têtes chez les magistrats, il a ses têtes chez les avocats, il a ses têtes aussi chez les journalistes. Vous êtes dans la bonne colonne, vous n'êtes pas dans la bonne colonne, vous appartenez à un périodique ou un quotidien qui huissier ou pas du tout, etc. Moi, je l'ai vu prendre violemment à partie, hors audience aussi, pendant les suspensions des confrères. Bon, alors, pas nominativement, mais par rapport à leurs médias. Par rapport aux jurés, ce que je voudrais dire, ce qui va être intéressant, c'est par exemple, est-ce qu'il va détricoter ce qu'a fait Madame Belloubet sur le tribunal criminel départemental, vous savez, qui a eu comme conséquence de supprimer les jurés pour un certain nombre de crimes. Voilà. Et Éric Dupond-Moretti s'est offusqué parce que c'est la mort, effectivement, du jury populaire et la mort de ce que disait Hubert il y a un instant. C'est un processus qui est en place. Sarkozy a commencé à réduire le nombre des jurés. Là, voilà. Et puis là, maintenant, il n'y en a plus pour ça, puis il n'y en a plus pour d'autres. Et après... C'est peut-être la justice autrement. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Balak, non ? Là, c'est une vraie justice autrement. Là-dessus, c'est effectivement un sujet sur lequel on l'attend. Est-ce qu'il va rétablir la cour d'assises dans toute sa juridiction, voilà, dans toute sa plénitude, et interrompre l'expérimentation des cours criminelles qu'on a beaucoup critiquées au sein de la magistrature aussi. Oui, c'est une des questions sur lesquelles on l'attend effectivement. Je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps. On va retourner en 2005, le procès en appel des 6 condamnés d'Outreau, et je voudrais qu'à la sortie, après l'acquittement, on écoute Éric Dupond-Moretti. Il y a 4 ans de souffrance et des années de détention, 26 années de détention provisoire, qui ont été infligées à des innocents au motif que l'on n'a pas entendu. Et le maître mot du réquisitoire de M. Janier, c'est le mot d'humanité, et le second mot qu'il utilise, c'est celui de bon sens. Un peu d'humanité, un peu de bon sens, et puis des droits de la défense respectés, ça permettait d'éviter ce Tchernobyl judiciaire, incontestablement. Éric Dupond-Moretti, Outreau, c'est le premier gros procès qui va faire monter le personnage. Dominique, qu'est-ce qu'on sait, histoire qu'on comprenne un peu le personnage d'avant Outreau, d'Éric Dupond-Moretti, de son parcours? Écoutez, on l'a dit, il a perdu sa mère et femme de ménage, il a perdu son père quand il avait 4 ans, sa mère l'a élevé seul, il avait perdu son grand-père dans des conditions assez étranges. On a retrouvé son grand-père mort le long d'une voie ferrée, et c'est pour ça qu'il serait devenu avocat, pour aider à la manifestation de la vérité. C'est quelqu'un qui, moi je l'ai connu en 85. Donc un tout petit peu 85-86, et il avait des problèmes avec la police. Déjà on l'aimait pas. Il avait des problèmes avec la police parce que les policiers voulaient absolument le faire tomber dans une histoire, et était venu faire une perquise chez lui. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je me souviens, bien perquise sûr. Chez lui. Je crois qu'ils avaient découpé les sièges de son 4x4. Parce qu'il pensait qu'il prenait les tapis de sol de son 4x4 au cutter, parce qu'il pensait qu'il prenait de la drogue, et il pensait trouver de la drogue sur les tapis de sol. Ça avait déjà fait du bazar. Et en 86, 87, je l'avais branché sur un dossier, on peut le dire, il y a prescription, sur un dossier judiciaire qui était l'affaire Dandono, un type qui avait escroqué les assurances-vie et qui avait fait brûler un SDF dans sa voiture. La femme du SDF n'avait pas d'avocat. 87, je dis Eric, tiens, est-ce que tu... Donc il va aux assises, je suis aux assises à Montpellier avec lui, et là, dans la cour d'assises, il se lève et il chante une chanson de Brassens. Parce que le SDF avait accepté de suivre celui qui allait le tuer et le faire passer pour lui. Il l'avait suivi pour aller à 7 sur la tombe de Brassens. Et donc Dupond se lève, chante, et moi je me dis, je suis mort. Ça va être dramatique, ça va être une catastrophe. Et en fait, il avait déjà ce talent de surprendre. Alors, ensuite, écoutez, il s'est marié, alors c'est la belle histoire avec une jurée
qui s'appelait Hélène. Il racontait qu'il avait plaidé dans une cour d'assises et il racontait « Je n'ai plaidé que pour elle, elle était tellement belle, c'était une jolie femme brune, et je plaidais que pour elle et j'ai gagné ». Donc il a épousé Hélène, ils ont eu des enfants et puis ensuite ils se sont séparés, il a sa vie de... C'est un solitaire quand même. Alors il a plein d'amis journalistes, Dominique en fait partie, d'amis avocats, Maître vous en faites partie aussi, mais il est capable de se fâcher avec eux. Il est capable de se fâcher. Moi je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, il y a un papier qui a été fait sur lui qui ne lui a pas plu, là, récemment, et à propos de quelqu'un qu'il connaît bien, un grand papier dans un grand journal, il m'a dit... Franchement, ce papier, il est dégueulasse. Donc, il regarde tout ce qui se dit, il lit tout ce qui se dit sur lui. Il est très, très soucieux de son image, Dominique. C'est intéressant parce que ça nous amène, je voudrais juste que, comme on a ouvert la boîte à archives, qu'on réécoute encore Éric Dupond-Moretti sur un autre moment. On est en 2012 et ça rejoint, Dominique, ce que vous disiez sur l'engagement et sur sa façon de voir le métier. On est en 2012 et les équipes de BFM TV peuvent le suivre. On est en voiture avec lui et on lui demande quelle est sa ligne rouge. Qu'est-ce qu'il ne franchirait pas comme ligne rouge en tant qu'avocat ? D'abord qu'on ne me fasse pas défendre une cause. J'aurais pu défendre Hitler, sauf s'il me demandait de défendre le nazisme. Je pourrais défendre un négationniste, mais pas un type qui me demanderait de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. La limite pour moi, elle est là. C'est toujours l'homme, quoi. Oui. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Fondamentalement, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que les gens qui l'intéressent. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. C'est intéressant comme définition du métier. Je ne pourrais défendre Hitler, mais pas ce qu'il a fait, pas le nazisme. Mais Éric, vous en avez encore la démonstration dans les acquittements. C'est qu'il aime les gens. Il aime les gens et il se met au niveau des gens. Il peut. Et ça, moi, j'ai pas de difficulté. Je pense pas qu'il y aura une difficulté parce que c'est un garçon dont ceux qui l'aiment comme ceux qui ne l'aiment pas ne peuvent pas dire qu'il n'est pas intelligent. Et il s'adapte, évidemment, à l'interlocuteur. Mais quand il est aux assises et que le matin, il va prendre un café, il prend un café. Le soir, il ne prend pas une coupe de champagne. Quand il va au bistrot, il prend un petit jaune. Ouais. Il est dans l'empathie des gens. Bon, d'aucuns l'ont dit mieux que lui, pendant le procès, le client, rien que le client, c'est évident. Et puis cette espèce d'empathie qu'il a, et puis de séduction peut-être aussi, d'entreprise de séduction à l'égard de ceux qui vont le juger. Et je pense qu'il sait trouver les mots, il sait trouver les gestes, il sait trouver les comportements. J'ai une anecdote un petit peu amusante de ce point de vue-là. On plaidait un monsieur qui avait bu, qui avait commis un vilain crime, et il plaidait et il disait aux jurés, au fond, il y en avait deux qui étaient Rubicon. Mais quand on a bu, on sait plus ce qu'on fait. Et les jurés étaient là. Et il l'a sorti 3-4 fois. Il a dit, ces deux-là, c'est dans la poche. Ah, non, c'est... Voilà, bon. Hors norme. Voilà, c'est du jeu d'avocat. Je ne sais pas ce que ça a pu donner, n'importe, mais il y a cette espèce de dimension, voilà. Oui, hors norme, mais je dirais presque ce qui expliquerait peut-être qu'il a accepté ce portefeuille. L'envie de remplir une mission. Oui. Parce que quand il était avocat, on en parle déjà au futur, si je puis dire, il enchaînait les dossiers. On vient de voir une séquence en voiture. J'ai aussi fait des parcours en voiture avec lui parce que il fait Paris, Lille, Marseille. Après, il repartait à Rennes. Il commence un procès, il en enchaîne un autre, etc. Et pour se détendre, parce que tu l'as dit, c'est un solitaire. Il est en voiture, c'est son bureau. Il travaille, il réfléchit à sa plaidoirie. Il écoute de la musique. Et il écoute de la musique. Voilà. Moi, j'ai fait le voyage Paris-Lille avec lui. On a eu tout béco, parce que c'est un fou de musique. C'est quelqu'un qui a envie de vivre. Il aime la chasse. Et comme dit Hubert, il aime les gens. Voilà. Alors, sur ce point-là, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être choqués quand on dit ça, il faut rappeler qu'il y a quand même une polémique autour d'Éric Dupond-Moretti sur certains de ses comportements. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit. Un de ses propos, c'était en 2018, qui a choqué une partie des féministes aujourd'hui qui ne comprennent pas sa nomination. On est le 6 novembre 2018 chez Jean-Jacques Bourdin. On est dans la guerre des sexes là maintenant, avec une véritable hystérisation. C'est les hommes contre les femmes, enfin voilà. Oui. Certaines femmes. Ou les femmes contre les hommes. Ou les femmes contre les hommes, oui. Il y a une très vieille dame que j'adore qui m'a dit, moi je regrette de ne plus être sifflée. C'est une question d'éducation, mais que l'État inflige une infraction et une infraction, je crois que c'est 90 € pour avoir 90 sifflé. Là aussi on déconne complètement. Anne-Sophie Valac, ça aussi c'est Éric Dupond-Moretti.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui suscite l'inquiétude de beaucoup d'associations féministes qui ont manifesté contre sa nomination, outre celle de Gérald Darmanin. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, certes, mais... une enquête pour viol pour Gérald Darmanin et ses propos qui sont revenus à plusieurs reprises d'Éric Dupond-Moretti. Il disait tout à l'heure qu'il défendait des hommes et pas des causes. Néanmoins, c'est vrai que ses défenses, ses plaidoiries, ses propos dans ces occasions associés aux déclarations qu'il peut faire comme ça devant des journalistes en marge ou en tout cas hors plaidoirie, laisse penser qu'il peut avoir certaines idées sur laisse transparaître certaines idées sur ces questions. Maintenant, en tirer des conséquences sur la politique qu'il va mener, je suis pas sûre que ce soit non, mais sur l'homme, est-ce qu'il est sexiste ou est-ce qu'il est grossier par moment? Est-ce qu'il dérape? Vous pouvez aussi dire qu'il aime la corrida, non? Par exemple, qu'il aime la chasse. Moi j'ai été plusieurs fois à la chasse. Mais sur ses propos, est-ce qu'il vous dérange ces propos? Est-ce que voilà, il a des avis qu'il va devoir revoir? Moi, ça me dérange pas tellement, non, je pense pas. Je pense que sur le fond, il a... D'abord, on a été dans plusieurs dossiers, notamment on a défendu des femmes qui avaient été violées. Il les a défendues avec un talent exceptionnel. Il a même obtenu des condamnations extrêmement sévères à l'égard des agresseurs. Et pour autant, il n'aime pas trop le politiquement correct. Hein, vous savez, il dit comme Audiard, la vertu, ça me donne le frisson, quoi. Hein, c'est ça qui est un peu comme Audiard. D'abord, c'est un peu Audiard dans un certain nombre de ses réparties et de ses dialogues, mais c'est voilà, la vertu lui donne le frisson. C'est trop tôt pour se projeter. Ça fait une semaine qu'il est là. Bon, on a vu, vous avez montré l'extrait tout à l'heure à l'Assemblée. Bon, voilà, il est dans un domaine qui n'est pas le sien, et il fait pas partie du sérail. Donc évidemment, il est forcément mis en non pas en accusation, mais en difficulté. Il va falloir qu'il se police un petit peu, probablement, mais il va falloir qu'il reste ce qu'il est. Parce que on parle beaucoup de la justice pénale, mais ministre de la Justice, c'est pas que le pénal non plus. Il va falloir qu'il s'occupe du civil, il va falloir qu'il s'occupe des notaires, il va falloir qu'il s'occupe des prisons. Il connaît pour y être allé évidemment souvent. Donc c'est un chantier énorme. Et comme le disait Hubert tout à l'heure, il a à peine 2 ans devant lui. Donc voilà. Et il vient de commencer. Donnons-lui la présomption d'innocence. Il a mis sa cravate, il a dit qu'il allait endosser le costume. On va suivre ça évidemment avec attention. Merci beaucoup à votre aide sur le plateau d'affaires suivantes. Nous faire le portrait d'Éric Dupond-Moretti. Nous, avec Dominique, on va vous souhaiter de bonnes vacances. On va surtout vous dire rendez-vous au mois de septembre. On sera ravis de vous retrouver. Mais d'ici là, Dominique ne vous lâche pas. Vous allez pouvoir l'avoir dans les oreilles, Dominique. Podcast. Oui, podcast numéro 3, le 3e de nos podcasts sur BFM TV. Donc c'est l'histoire totalement oubliée. Vous allez connaître de Hamida Djandoubi. C'est le dernier condamné à mort en France en 1977. Et on a retrouvé sa victime survivante. Elle avait 15 ans en 1975. Elle est assise sur un banc de Marseille. Ses parents ne s'occupaient pas d'elle. Ils étaient repartis chez eux à l'étranger. Elle était là. Il l'a enlevée, violée, torturée, séquestrée pendant 3 semaines. Et on a retrouvé cette femme qui n'avait jamais parlé. Elle n'avait même pas raconté cette histoire à son mari ni à ses enfants. Aujourd'hui, elle a 60 ans. Elle a décidé de parler. Son psychiatre lui a dit « Il faut raconter cette histoire. » C'est éblouissant, époustouflant. L'instant où vous participez au succès de ce podcast qui cartonne déjà, 3 épisodes déjà. Dominique, merci pour cette belle année. Merci à toutes les équipes qui ont participé à Affaires suivantes. On vous donne rendez-vous au mois de septembre.